Bonjour Laulette, ça va? Ben, très bien, bonjour. Donc, Lyon, Inch'Allah, on va attaquer une nouvelle partie par rapport à notre cours. Donc, avant de commencer, je voudrais savoir si vous avez parfaitement réussi à faire le TP Maven ou est-ce que Fama des questions, elle a des problèmes par rapport à ça déjà? Avant de passer à un rappel par rapport à Maven, hein. صباح الخير مدام. صباح الخير. أنيس. شكون؟ أنيس. باهي تفضل أنيسة. مدام عملت طلع على لي دوكيومون اللي انت ابلوديتهم على الكلاس روم، اما توا مشكلتي اللي واحد فيها مازلت نبربش في السيت اب نتاع الانفيرونمون على الماك وحلت فيه هذاك عليه صعيب شوي. ابار سافا. Ah, et en fait, معناها justement, ce cours, il est basé sur l'OS Windows. Tous les outils ou كل شيء sont basés à la Windows. Donc, إذا كان vous avez d'autres OS, je vous conseille de migrer vers Windows ou d'utiliser une machine virtuelle Windows pour éviter les problèmes. Sinon, si vous arrivez à gérer les problèmes, c'est que c'est bon. Mais sinon, moi, je vous conseille d'utiliser Windows, que ce soit directement sur votre machine ou qu'à machine virtuelle. D'accord? D'accord, عايش. Ben, très bien. Famille, j'ai d'autres questions. Est-ce que ça va, le TP? Il veut parler, il peut écrire un app. Voilà, vous me dites si ça va. Ben, moi, vas-y, hein. Madame, j'ai eu une erreur d'exécution في TP الميل الأول في الجار الوغ خدم لي ماناش بعثت لك أنا على الكلاس روم ماناش نشوفهم ولا دي كابيور ديكران. أنا j'ai répondu على اللي شفتهم في الكلاس روم أما نسيت كان أنت شفتك ولا لي في الكلاس روم عشان je t'ai répondu ولا خاطر في بالي j'ai répondu على اللي شفتهم في الكلاس روم الكل أما جو سي با منعرفش جاوبتك أنا شنو هذا؟ هاني باش نشوف مدام عندي رمي ما عنديش aucun commentaire. شنو l'erreur اللي جات؟ ذكرت بالك مدام معاش المهم تبعت معناها toutes les étapes de la manip ما حبش يخدم لي دونك هاني باش نعاود توا نحل الاس تي اس ونشوف. باهي مالا خليك في العقل تحل ستيس وكل شيء و on termine le cours ومن بعد نشوف إذا كان مازالوا عندك des problèmes. D'accord؟ باهي داكور. باهي باهي. Ben, est-ce que vous arrivez à voir l'intégralité de mon écran, Laouled? Très bien. Ben.
Ben, commençons par un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu jusque-là. Est-ce que vous m'entendez bien? إذا كان quelqu'un il veut intervenir, il peut intervenir à tout moment en écrivant soit un A pour parler ou elle en posant sa question directement ici. Hein? D'accord? Ben. Ben, donc, jusque-là, nous avons commencé au niveau de notre cours par une introduction par rapport à Java EE et par rapport à Spring. D'accord? Donc, nous avons parlé d'un bref historique depuis 1995, depuis donc l'apparition de Java, l'utilisation de Java EE, etc., jusqu'à la migration vers l'utilisation de Spring, voir le grand succès de Spring jusque-là. D'accord? Nous avons parlé par la suite du Spring en tant que framework. Nous avons évoqué les différents projets Spring et nous allons commencer à les découvrir petit à petit tout au long de notre module. Après, nous avons parlé du serveur qu'on va utiliser. Est-ce qu'à votre avis, on va utiliser un serveur d'application ou un serveur web pour Spring? Un serveur web ou un serveur d'appli? Hmm? Est-ce qu'on utilise un serveur web ou un serveur d'application? Je vous rappelle la différence entre les deux, c'est qu'un serveur, au niveau d'un serveur d'application, on aura deux parties, un conteneur web et un conteneur EJB. C'était le cas de l'utilisation de la plateforme Java EE, au niveau de laquelle on devait avoir déjà un serveur d'application certifié Java EE pour pouvoir travailler avec. Par contre, un serveur web, lui, il va contenir justement un conteneur web. Donc, c'est un serveur léger. Est-ce que nous, en Spring, est-ce qu'on va utiliser un serveur d'appli ou un serveur web? Ah, vous répondez là, au niveau du chat, ou là, vous pouvez écrire un A pour parler. Hein.
Rebonjour Laulette. Est-ce que vous m'entendez? Ben, désolée, vraiment, قصت الconnexion. Ben, en tout cas, ben, je reprends donc. Ma question, c'était par rapport à Spring. Est-ce qu'on est en train d'utiliser, est-ce qu'on va utiliser un serveur web ou un serveur d'application? Ben, si on va utiliser un serveur d'application qui contient seulement le conteneur web sans EJB. Ben, si justement, la définition d'un serveur d'appli, c'est qu'il va contenir obligatoirement un conteneur EJB. Sinon, il ne s'agit plus d'un serveur d'application certifié Java EE. D'accord? Donc, est-ce que nous, on va utiliser un conteneur EJB? Voilà, on ne va pas utiliser un serveur, un conteneur EJB. Donc, on va utiliser uniquement un conteneur web qui, lui, logiquement, il va être contenu dans un serveur léger qui n'est autre que, justement, très bien, un serveur. Je veux plusieurs réponses. Hein? Allez, Ouleda. Très bien. Donc, pour nous, il s'agit de l'utilisation d'un serveur léger, le serveur web. Très bien. Ben, on a donc expliqué les principales différences entre Java EE et Spring. On a parlé des architectures physiques, logiques, par rapport à l'utilisation des applications, donc par rapport à l'architecture des applications. Par la suite, on a introduit les outils qu'on va utiliser. Ben, donc après, nous avons fait la découverte d'un outil très, très intéressant qui est Maven. Et c'est un outil de quoi, Lavlet? Ben, si un outil de gestion de projet, oui, mais plus que la gestion. C'est beaucoup plus étalé. Voilà, très bien, Moav. C'est un outil de construction de projet, carrément. Optimisation des projets Java. HF, en fait, un projet Maven n'est ni un projet Java, ni un projet Java EE, ni un projet Spring. Faciliter le développement d'applications basées sur Java, oui, mais il ne s'agit pas de projet Java, il s'agit de projet Maven. Donc, un projet Maven n'est ni un projet Java, ni un projet Java EE, ni un projet Spring. C'est un projet mavenisé, un projet Maven, d'accord? Qui a la structure particulière dont nous avons parlé l'autre fois, d'accord? Ça va? D'accord, très bien. Et donc, Maven, c'est un outil de construction de projet. Quelqu'un peut nous citer certaines fonctionnalités relatives à Maven? Gérer les dépendances, oui. Quoi d'autre? À part la gestion des dépendances, Repository of Libraries. Anis, en fait, ça fait partie de la gestion des dépendances, justement. La gestion des jars relatif aux dépendances, oui. À part ça, voici le slide présentant les différentes fonctionnalités de Maven dont nous avons parlé la dernière fois. Il s'agit d'automatiser beaucoup de tâches récurrentes,
la construction, la compilation de projets, par exemple, donc la précision du JDK de l'environnement source et la précision du JDK de l'environnement target, etc. Donc, la gestion des dépendances à travers le fichier. Quel fichier? Il s'agit de quel fichier? Voilà, très bien, pom.xml. Donc, qui dit pom.xml dit automatiquement Maven. Il ne peut pas s'agir d'autre chose, hein. Donc, qui dit POM dit Maven, qui dit Maven dit POM.xml, d'accord? Après, il y a aussi la gestion ou la génération des livrables, hein, à travers des commandes Maven que l'on pourrait préciser. Il y a la génération de la documentation et de rapports et le déploiement d'applications. Donc, ça rentre dans l'ensemble des fonctionnalités de Maven en tant qu'outil de construction de projet, d'accord? Tout ceci a été possible à travers les commandes Maven, plus à travers le fichier de configuration relatif à Maven qui est pom.xml. D'accord? Mais est-ce que quelqu'un peut nous indiquer le mode à travers lequel on est en train d'utiliser Maven? Très bien, très bien, très bien, Dora. Donc, on est en train de l'utiliser en tant que plugin déjà intégré au niveau de notre IDE, alors qu'on aurait très bien pu l'utiliser également en mode. Quel est l'autre mode d'utilisation de Maven? Bien, le mode standalone, très bien. On a parlé de la notion de repository, le dépôt au niveau duquel on pourrait placer les dépendances Maven. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler quels sont les types de repository qu'on pourrait avoir? Est-ce que quelqu'un peut nous nommer les types de repository Maven? Oui, très bien, Sihem, le repository central. Local et distant. Très bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le repository central de Maven. Hein, le voici. Donc, on a mvnrepository.com. Donc, vous voyez là, vous cherchez ici ce que vous voulez comme dépendance. Vous l'indiquez ici, vous la cherchez. Vous pouvez faire un copier-coller de la dépendance Artifact ID, Group ID et Version relative à cette dépendance-là et vous pouvez l'intégrer directement au niveau de votre pom.xml. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour découvrir notre outil relatif à la journalisation qui est Log4j. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Ça, c'était un petit rappel par rapport à Maven. Est-ce que ça va? Ben, si je vous dis le repository local, par exemple, il est situé au niveau de quel élément? Le repository local. Il est où, notre repository local? Le repository local, c'est le dépôt local au niveau duquel on a un ensemble de dépendances Maven qu'on a utilisé par rapport à nos projets Maven au niveau de notre machine. Donc, logiquement, il sera où?
Très bien, très bien. Samir, très bien, Selim. Justement, et il est situé au niveau du dossier .m2. J'en profite pour vous le montrer. Donc là, vous voyez au niveau de ce PC, /c, /users ou bien utilisateur, l'utilisateur actuel, /.m2, vous allez trouver un dossier appelé repository. Ça, c'est notre repo local. Donc, il contient quoi au juste? Voici un exemple. Donc, par exemple, si je voudrais voir, par exemple, le log4j. Donc là, je veux entrer ici. Voilà. Donc, il contient l'ensemble des dépendances relatives à log4j, par exemple. Pour JUnit, par exemple, donc, vous voyez là, voilà, les différents fichiers et jar relatifs à une dépendance bien déterminée. Donc ça, c'est notre repo local au niveau de notre machine. Anis, vas-y. Hein. Madame, est-ce que le fichier avec M2 نجم Oui. نديبلاسيه ولا لازم يكون تحت اليوزر ديما؟ En fait, justement, comme on a parlé la dernière fois, c'est le dossier de référence au niveau duquel Maven Core il retrouve les dépendances qu'il cherche en local. Donc, il va directement chercher au niveau du dossier .m2. S'il ne trouve pas une dépendance, c'est qu'il ne l'a pas en local. Donc, tu ne peux pas modifier justement ça. D'accord? Tu ne peux pas modifier son emplacement. D'accord. Ben, très bien. Après, on a le repository central que je viens de vous montrer. Tout le monde l'utilise pour télécharger n'importe quelle dépendance à travers ce site mondial. En fait, il est utilisé par tout le monde, partout. D'accord? Donc, ça, c'est notre repo central. Après, il y a le troisième type donc le repository distant, qui peut nous le définir? Très bien, Sihem. Donc, en général, c'est utilisé au niveau des entreprises pour y insérer les dépendances les plus utilisées au niveau de cette entreprise-là et pour éviter l'utilisation excessive du repository central. D'accord? Ça va? Très bien. Donc, on va passer à notre cours d'aujourd'hui relatif à Log4j. Donc, est-ce que quelqu'un en a entendu parler déjà? Mourad, tu peux nous le définir? Ben, très bien. On va le définir. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre en a entendu parler déjà? Vas-y, Anis. Hein.
Et tu peux écrire, إذا كان tu as une idée là-dessus. Hein. Ben, donc avant, quand on voulait tester nos méthodes au niveau de la méthode main, on faisait quoi pour voir est-ce qu'on a bien accédé à notre méthode, etc. On faisait comment, Lavlet? Pour pouvoir donc tester le bon fonctionnement d'une méthode au niveau de notre main dans une classe Java. Comment on faisait avant pour voir est-ce qu'on a bien pu accéder, par exemple, à notre méthode, etc. On faisait comment? Voilà, très bien, Salim. On faisait un system.out.println pour écrire dans un fichier système et donc qui permettait d'afficher au niveau de la console les les différents éléments de notre méthode main. Après, si on a par exemple 5 applications, donc on va écrire au niveau du même fichier système. Donc, il y aura donc un problème par rapport à la vérification du bon fonctionnement des méthodes de notre application, etc. La notion de Log4j, elle propose l'utilisation d'un fichier par application et en définissant plusieurs niveaux plusieurs niveaux de priorité, selon lesquels on va pouvoir afficher ce qu'on veut afficher comme méthode ou comme élément relatif à la vérification du bon fonctionnement de notre application. Donc, au final, Log4j est tout simplement une API. Une API, déjà, c'est quoi, Lavlet? Une API, c'est l'abréviation de quoi? Très bien. Application Programming Interface. Pour nous, le Log4j, c'est relatif à la notion de logger. C'est-à-dire quoi, logger, Lavlet? Un fichier relatif à quoi? Historique, oui, c'est surtout, voilà, journal. Voilà. Ça, c'est le mot précis, le fait de pouvoir journaliser. Très bien. Très bien, Anis. Très bien, Lavlet. Ben, donc, la bibliothèque Log4j, elle est là, donc, en tant qu'API, très répandue dans le monde Java, dont l'objectif est de permettre la journalisation. D'accord? Donc, cette bibliothèque, elle permet l'utilisation de 3 composants qu'elle met au service du développeur ou du programmeur. Les loggers, les appenders et les layouts. Donc, il y a 3 éléments. Les loggers, c'est pour permettre d'écrire des messages. Les appenders visent à sélectionner la destination du message. Quelle sera la destination du message? Est-ce que vous allez l'afficher au niveau de la console ou est-ce que vous allez le stocker, par exemple, au niveau d'un fichier? D'accord? Après, les layouts, en anglais, layout. Layout, c'est par rapport à quoi, à votre avis? Voilà, surtout pour la mise en forme. Pas la mise en page, mais la mise en forme des messages. Elle vise à permettre la mise en forme des messages. Très bien, très bien. D'accord? Donc,
pour résumer, Log4j est une API de journalisation qui contient 3 principaux composants, les loggers pour permettre l'écriture des messages, les appenders pour permettre de sélectionner la destination des messages et les layouts pour la mise en forme des messages. D'accord? Ça va? Ben, très bien. Pour pouvoir, puisqu'il s'agit d'une bibliothèque justement, donc il va falloir l'intégrer en tant que quoi au niveau de notre projet Maven. Pour pouvoir utiliser son jar, voilà, très bien, on va l'utiliser en tant que dépendance. Pour pouvoir obtenir les détails par rapport à cette dépendance-là, je vais vous montrer un exemple par rapport à Log4j. Donc là, il va falloir accéder à notre repository, lequel, puisqu'il s'agit de la première fois où on va utiliser une dépendance. Voilà, le repo central, très bien. Ben, en entrant au niveau du repo central, on va trouver donc là l'onglet de recherche au niveau duquel on va insérer Log4j. On va avoir besoin de la version 1.2.17. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va chercher, nous. Voilà, donc il vous affiche déjà l'ensemble de dépendances que vous allez pouvoir utiliser. En accédant, par exemple, à cette dépendance, vous allez trouver les différentes versions. Donc, vous pouvez voir là. Par exemple, en choisissant la version 1.2.17 qu'on cherchait, on va pouvoir récupérer là cette balise dependency qui contient quoi, la blade? Ça vous rappelle quoi, ça? Group ID, Artifact ID, Version. C'est quoi ce trio? Allez, .xml. Allez, c'est quoi ce trio? Artifact ID, Group ID, Version. C'est quoi ce trio-là? Un projet Maven. Il permet de garantir quoi, ce trio, dans un projet Maven? Une notion très, très, très importante. Voilà, très bien. Sihem Seyen, ça c'était l'exemple pour faire l'analogie, oui. Mais pour nous, il s'agit de la notion. Voilà, donc pour nous, il s'agit de la notion, très bien, d'unicité de projet, qui est une notion très, très, très importante au niveau de Maven. Très bien. Donc maintenant, vous savez comment vous pouvez récupérer n'importe quelle dépendance à partir du MVN Repository central. Là, il suffit de faire un copier-coller par rapport à cette dépendance-là, comme vous pouvez voir, et l'insérer au niveau de notre pom.xml. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Voilà, pom.xml. Attendez, je vous montre. Ben, voici notre pom.xml, par exemple. Donc là, vous voyez, j'ai fait un copier-coller de cette dépendance à partir du lien relatif à notre Maven Repository. À partir de là, je l'ai récupéré et je l'ai inséré ici. Après, pour que notre projet puisse avoir accès à cette dépendance et pour que cette dépendance soit désormais contenue au niveau de notre point M2, le repository local, il va falloir faire quoi comme commande Maven, Laoulette? Voilà, très bien, très bien, très bien, Youssef. Maven Update Project. Voilà. Bouton droit sur le projet. Maven. Update Project.
Et vous pouvez cocher First Update. Et vous pouvez sélectionner les projets que vous voulez. Hop, hop. Oui, madame, on a un projet, madame. Le projet Maven qu'on est en train de travailler avec. اي مدام خلينا ندوز خاطر درنا الجار والواقع. Pour nous, on va utiliser un projet Maven, un autre projet Maven relatif à Log4j. D'accord, نسمع اللي هو الاوتبوت نتاعو سي ان جار. ça, madame, مش باش نكملوا على البروجي on peut terminer على البروجي اللي هو الاوتبوت نتاعو جار. D'accord. D'accord. J'en profite pour rappeler un peu les commandes Maven qu'on pourrait très bien utiliser également. Il y a plusieurs autres commandes par rapport à l'utilisation de Maven. Donc ici, par exemple, il y a plusieurs commandes. Ici, il y a par exemple le Maven install, par exemple, qui fait appel au plugin de compilation et qui va compiler si j'ai des classes, par exemple, et fait des tests unitaires s'il le faut. D'accord? Ça va, Laouled? Très bien. Il y a aussi d'autres commandes Maven, par exemple, la commande force update que je viens de vous montrer, elle force l'update du repository local. D'accord? Par exemple, si on fait un run as pour Maven test, par exemple, ça fait appel aux tests unitaires. Donc, il compile plus il fait les tests unitaires. En faisant, par exemple, un Maven, juste pour compiler, par exemple, MVN compile, donc c'est l'équivalent de Maven build là. Donc cette commande-là, elle va faire la compilation de notre projet, d'accord? Si je fais par exemple donc l'install, on en a déjà parlé, ça fait la compilation plus les tests unitaires s'il y a des tests unitaires à faire. On va expliquer cette séance-là, Inch'Allah, de quoi il s'agit, c'est quoi les tests unitaires et comment on va pouvoir les utiliser. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là, Laoulet? Très bien. Donc, retournons à notre cours. Donc là, on a vu comment on va pouvoir utiliser le Log4j en tant que justement dépendance au niveau de notre projet, permettant la notion de journalisation. Après, pour pouvoir donc le tester et l'utiliser, on aura besoin d'un fichier de configuration relatif à Log4j, appelé log4j.xml, qu'on va créer au niveau de src/main/resources. Comment on va pouvoir le créer? Tout simplement, un bouton droit sur src main resources, new file. Donc là, au niveau de src main resources, on va faire la création d'un nouveau other et vous choisissez le mot file. D'accord? Pour moi, je l'ai déjà créé pour vous montrer, vous expliquer ce qu'il va contenir comme élément. D'accord? Donc là, comme vous pouvez voir, donc là, il y a des balises qu'on a créées pour pouvoir manipuler les différents composants de notre Log4j, donc de notre utilisation de la notion de journalisation. D'accord? Donc là, par exemple, là, vous allez rajouter la balise
root pour indiquer si vous avez besoin d'utiliser la console ou un fichier pour pouvoir stocker vos détails par rapport à la journalisation. Vous pouvez choisir les deux également, comme ici. Hein, et là, par exemple, au niveau du file, on a inséré notre chemin par rapport à notre fichier. Vous pouvez déterminer le chemin que vous voulez. Oui, un fichier XML. En fait, tout fichier de configuration est un fichier XML. D'accord? Ça va? Ben, je vous montre un exemple, là, par exemple, ici, j'ai choisi ce chemin-là. Donc, c'est /logs/ le dossier formation au niveau duquel je vais insérer ce fichier qui va contenir tous les détails par rapport à la journalisation de mon application. Donc, on va trouver ce dossier où? Là. Donc, c'est /logs/ le dossier formation. Il contient l'ensemble des fichiers. Par exemple, le log4j démo 1, c'est le fichier que j'ai choisi de créer et qui va contenir l'ensemble des traces relatives à notre exécution, à l'exécution de notre application. Ça va? Ben, très bien. Donc là, dans le code source de la classe, on va obtenir une instance du logger relative à la classe et on va par la suite utiliser l'API Log4j pour émettre un message associé à un niveau de gravité ou un niveau de priorité. Donc là, voici un exemple relatif à log4j.xml que vous allez implémenter déjà par rapport à notre TP. Donc, il s'agit d'utiliser soit le même projet Maven dont l'output est un jar qu'on a utilisé la dernière fois, soit créer le même, un autre projet similaire, et vous allez remplir comme vous voyez là, le fichier de configuration log4j.xml relatif à la journalisation. Donc là, vous voyez par exemple là l'exemple d'un appender et où on va afficher notre message au niveau de la console par exemple. Donc là, vous voyez la conversion, le conversion pattern, donc c'est par rapport à l'affichage que l'on voudrait faire par rapport à notre fichier. D'accord? Par exemple, je vous montre. Ici, par exemple. Par exemple, ici, vous voyez là 1% tiré 10p. C'est-à-dire que quand il va m'afficher le niveau de gravité ou le niveau de priorité, il va le faire sur un espace de 10 caractères. Je pourrais, par exemple, le changer en 5, par exemple. Ou bien le laisser en 10. D'accord? Ou bien changer en 3 caractères, par exemple. D'accord? Vous pouvez le définir comme vous voulez. Là. Ici, vous pouvez également configurer la taille maximale du fichier. Par exemple, là, vous pouvez le changer. Au lieu de 2, on pourrait mettre un 10, etc. S'il arrive à cette taille maximale, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que là, on a notre fichier, par exemple, là, log4j-demo-1. Si ce fichier, il est saturé et il a atteint la taille maximale, il va créer un deuxième fichier avec le même nom en rajoutant à la fin un 1. Après, s'il est saturé, il va rajouter un deuxième où il va mettre à la fin un 2, etc. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il va atteindre la taille maximale, il va créer un autre fichier similaire jusqu'à l'atteinte de la taille maximale, etc. D'accord? Ça va? Vous me dites, hein?
Il y a des questions, vous m'arrêtez là, Ouleda. Ça va? Très bien. Ben, donc là, à part le fait de préciser, si vous voulez afficher au niveau de la console ou au niveau d'un fichier les détails par rapport à la journalisation relative à votre application, vous pouvez également préciser le niveau de priorité ou le niveau de gravité. Je m'explique. Par exemple, là, Log4j, il gère un ensemble de priorités ou de niveaux de gravité qui vont permettre au logger de déterminer si votre message, il va, oui ou non, être affiché au niveau du fichier de log ou bien au niveau de la console selon l'indication de priorité relative à ce message-là. En fait, il existe 6 niveaux de priorité que l'on utilise selon le niveau, selon l'ordre hiérarchique croissant que vous voyez là. À partir de trace, après debug, après info, après warn, après error, après fatal, si il faut par exemple agir en toute urgence sur votre application, s'il y a vraiment une urgence et qu'il va falloir intervenir immédiatement. D'accord? Donc là, comment je peux savoir ce que je dois afficher par rapport à chaque niveau? Par exemple, si je suis au niveau de debug, ce que vous voyez en vert, c'est ce qui va pouvoir s'afficher. Et ce que vous voyez en bleu, c'est ce qui ne va pas être affiché pour un niveau de priorité bien déterminé. Par exemple, pour le niveau debug, là, c'est le deuxième niveau. Donc là, si votre message il est de niveau de priorité debug, c'est qu'il va être affiché. S'il est info, oui, il va être affiché. Warn, oui. Error, oui. Et fatal, oui. Après, si vous êtes au niveau de priorité info, si vous avez indiqué le niveau de priorité info que vous avez pu, par exemple, imposer au niveau de votre fichier log4j.xml. Si votre message, il a comme niveau de priorité debug, est-ce qu'il va être affiché à votre avis? Très bien, Anis. Donc, ça ne va pas être affiché. Très bien. Ben, très bien. Pour le niveau, par exemple, fatal, qu'est-ce qui va être affiché à votre avis, la lettre? Pour le niveau fatal, Laouled, qu'est-ce qui va pouvoir s'afficher? Là, le niveau fatal. Est-ce que le niveau les messages ayant comme niveau de priorité des bugs, est-ce que ces messages-là vont être affichés? Voilà, très bien, Youssef. Justement, le niveau fatal, c'est que seuls les messages ayant comme niveau de priorité fatale vont être affichés. D'accord? Ça va? Anis, comment? Avec chaque niveau indiqué, les niveaux qui précèdent. Très bien, oui, oui, oui. Voilà, vous avez saisi le principe. Très bien, voilà. Est-ce que ça va, Laoled? Voilà, je réexplique. N'hésitez pas hein, à poser vos questions. Et là, ça va, vous me dites. Et là, ça va pas, vous me dites. Vous me dites si ça va, voilà s'il y a des questions, Laoled.
Est-ce que les niveaux de priorité, c'est compris? Ben, je reprends. La bibliothèque Log4j, en tant qu'API, elle est destinée à la journalisation. Pour pouvoir journaliser, on a défini 6 niveaux de priorité, selon lesquels un message, il va oui ou non être affiché. En fait, il y a un niveau de priorité que l'on affecte à un message et il y a un niveau de priorité qu'on choisit pour une application donnée. D'accord? Donc, par exemple, pour notre application, on va pouvoir choisir, par exemple, le niveau fatal. À ce moment-là, les messages ayant comme priorité des bugs, vous voyez ça, c'est en bleu, c'est que ça ne va pas être affiché. Pareil pour le niveau info, ça ne va pas être affiché, les messages ayant comme niveau de priorité info. Pareil pour warn et pareil pour error. Est-ce que les messages ayant comme niveau de priorité fatal vont être affichés dans ce cas? Oui, très bien. Fabrice, est-ce que c'est clair? Racine? Très bien, très bien. Ben, ça va les autres, l'awlad? مدام بعدين عاود هنا. Ben, شكون il vient de parler? عاشور. Ben, Bachir. Ben, je reprends un exemple. Si mon application, j'ai choisi pour mon application le niveau Word, c'est que les messages ayant comme niveau de priorité un niveau inférieur à Warning ne vont pas être affichés. Par exemple, les messages ayant comme niveau de priorité des bugs ou les messages ayant comme niveau de priorité info, puisque ça précède le one, ne vont pas être affichés. C'est à partir de one que je vais afficher pour ne pas saturer ma console ou à mon fichier relatif à la journalisation. Ça, c'est l'objectif. فهمتك مدام انت اللي بعد وين هذوك ايرور فتال ايرور. Voilà, one, error fatal, ça va s'afficher. De niveau inférieur, je vais les ignorer, ça va. D'accord? ميرسي مدام. De rien, ça va? Des questions? Ben, très bien. Ben, voici un exemple de code de la méthode main au niveau de laquelle on va faire appel à la notion de journalisation. En fait, pour info, les niveaux de priorité info et de bug sont les plus utilisés dans le monde informatique. C'est très rare, par exemple, d'utiliser le niveau de priorité trace qui va exiger l'affichage de tous les détails en général relatifs à l'exécution de notre application. Ça, c'est utilisé si, par exemple, j'ai une erreur que je n'arrive pas à déterminer. Dans ce cas, je vais utiliser le niveau de priorité trace pour avoir tous les détails étape par étape relatifs à notre exécution. Sinon, en général, les plus utilisés sont les niveaux des bugs et infos, d'accord? Donc, voici un exemple de la méthode main au niveau de laquelle on a choisi d'afficher des détails selon les niveaux de priorité info et des bugs. Après, si vous choisissez le niveau de priorité info, c'est que vous allez voir les messages dans le niveau de priorité et des bugs. Si vous choisissez pour votre application le niveau info, est-ce que les messages de niveau des bugs vont s'afficher? À votre avis, Laulette, si vous avez bien saisi. Voilà. Les autres, hein? Voilà, très bien, Achraf, très bien, moi, très bien. Donc, vous avez bien saisi les niveaux de priorité, très bien. Donc là,
Nous avons parlé de Log4j et nous avons évoqué le fait qu'il a 3 composants. Les loggers pour pouvoir écrire des messages, les appenders pour choisir la destination des messages et les layouts pour choisir la mise en forme des messages. Pour les appenders, combien de types d'appenders on a? Quels sont les types d'appenders qu'on a? Sachant que le mot appender, ça signifie quoi? C'est relatif à la sélection de la destination des messages. Oui, Youssef, très bien. Voilà, file ou bien console, où vous pouvez parfaitement choisir les deux là. Vous pouvez écrire au niveau de la console et en même temps choisir d'afficher au niveau de votre fichier. Donc, vous pouvez préciser là, au niveau de la balise route, vous pouvez préciser le niveau de priorité relatif à votre application, c'est-à-dire à partir de quel niveau vous voulez afficher les messages et vous voulez les stocker au niveau de quel type d'appender, la console ou le file. Question, oui, Youssef, تفضل. مادام انا نختار وين هو يقيد معناها اللوج، يعني في انا فيشي والا فما فيشي باغ ديفو. Alors, au niveau du fichier log4j, donc par exemple là, voilà, name, file, value égale, et vous choisissez le fichier au niveau duquel vous allez stocker les détails des messages. J'ai choisi par exemple là, c'est /log/formation/ le fichier appelé log4j-démo-1. Je vous montre. On y sait /log/dossier formation. Voilà le fichier de journalisation. Tu vois, il m'a affiché les messages ayant comme niveau de priorité info et debug. Il me les a affichés sur 10 caractères puisqu'on l'a exigé au niveau des layouts. Voilà les messages qu'il m'a affichés. D'accord? Ça va? Vous me dites si ça va, voilà. Oui, c'est bon, merci. Bon, très bien, très bien, bien. Les autres, n'hésitez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous me dites, ça va, voilà, j'avance. Hein? Ben, donc, pour les layouts, pour les modes d'affichage, etc., il y a plusieurs éléments que l'on va pouvoir choisir. Par exemple, le %M, c'est pour dire que il s'agit de notre message qu'on va afficher. On va le placer ici. Le %N, c'est le retour chariot. Le %L majuscule, c'est le numéro de ligne dans le code et mettons le message. Comme ça, on va déterminer quelle est la ligne de code qui a émis ce message-là. D'accord? Le %L en minuscule, c'est pour les informations sur l'origine du message dans le code source, le package, la classe, la méthode qui a généré ce message-là, etc. D'accord? Donc, vous choisissez l'affichage des détails relatifs à votre message selon ce que vous désirez. Est-ce que vous désirez, par exemple, afficher la classe qui a émis ce message-là? %D pour le timestamp de l'émission du message, quand est-ce qu'il a été lancé. L'année, le pattern de votre date, l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. D'accord? Donc, vous choisissez ce que vous voulez comme layout. D'accord? Donc, l'objectif de notre projet, c'est d'utiliser log4j, de créer le fichier log4j.xml et d'intégrer les détails relatifs à l'affichage de tout ce qui est message. Je vous montre un exemple. Je vais vous laisser le temps, la partie asynchrone, de tester par vous-même le même code. Hein. Donc, j'ai préparé un exemple pour vous le montrer. Par exemple, j'ai fait la création d'une méthode appelée getAllProducts et je vais voir run as Java application.
Puisque j'ai choisi les deux modes, on est à console et file, donc il va m'afficher de toute façon. On est au niveau de la console. Java Application. Puisque on a choisi quoi? On est au niveau de la méthode du fichier log4j, on a choisi le niveau debug. Donc logiquement, est-ce qu'il va m'afficher tout ce qui est debug, tout ce qui est info? On a un de type info, elle a debug. Donc logiquement, est-ce qu'il va m'afficher les infos et les debugs? Vous me dites là, vous l'aidez? Le niveau, c'est debug. Est-ce qu'il va m'afficher tout ce qui est debug? Là, vous l'êtes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ben, tout ce qui est info, est-ce qu'il va me les afficher? Est-ce que c'est en vert? Oui, très bien. Voilà pourquoi. Ce que j'ai obtenu au niveau de notre console, c'est que tout ce qui est info et tout ce qui est debug, il me les a affichés. Voilà. D'accord? Ben, bien sûr, j'ai fait la création d'un logger, comme vous voyez là, pour pouvoir l'appeler à chaque fois et lui indiquer si le niveau du message en question est debug, info, warning, fatal ou autre. D'accord? Donc, c'est pour tout ce qui est journalisation par rapport à Log4j. Donc, la première partie de notre partie pratique pour aujourd'hui, c'est le TP relatif à Log4j, au niveau duquel on va pouvoir tester pour la console, pour le fichier également. Voilà. Vous voyez que là, il m'a rajouté, voilà, 5-10-2020. Il m'a rajouté les détails par rapport à info et par rapport à debug, puisqu'on a choisi les deux modes, console et fichier. Donc, il m'a rajouté au niveau du même fichier. Si le fichier était saturé, il aurait créé un autre fichier en rajoutant un 1 à la fin, 2 par la suite, s'il est saturé, etc. D'accord? Ça va? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Log4j pour qu'on puisse passer toujours dans un souci de traçage, on va passer à JMX. Donc, pour résumer, Log4j, il s'agit d'une API de journalisation qui contient trois principaux éléments, lesquels les loggers, les appenders et les layouts. Les loggers pour écrire des messages, les appenders pour sélectionner la destination file ou bien console, et les layouts pour la mise en forme des messages. Après, il y a plusieurs niveaux de priorité que vous allez pouvoir préciser à partir de traces jusqu'à fatal. Les plus utilisés sont debug et info, mais on pourrait parfaitement utiliser les autres. Et les affichages auront donc cette forme-là par rapport à tout ce qui est coloré en vert, c'est ce qui va s'afficher selon le niveau que vous allez choisir pour votre application. Après, pour préciser tout ceci par rapport à tout ce qui est journalisation, vous allez avoir besoin d'un fichier de configuration appelé log4j.xml où on va le créer. C'est au niveau du dossier src main resources, comme vous voyez là. D'accord? Très bien. Fabrice, c'est bon?
Ben, très bien. Toujours dans un souci ou dans le but de tester, d'habitude, on faisait un main run as Java application. Alors que là, pour pouvoir tester, on pourrait parfaitement choisir un scénario bien déterminé et on n'aura plus besoin de la méthode main. En fait, pour toute classe, par exemple, une classe nommée calcul, on va créer une classe, par exemple, appelée calcul test, pour laquelle on va pouvoir tester le bon fonctionnement de notre classe ou des méthodes de notre classe. D'accord? D'après vous, donc là, JUnit, J, il s'agit de quoi, là, le mot J. Voilà, Java. Voilà, c'est par rapport à Java et par rapport au test unitaire au niveau de Java. Pourquoi on précise le mot test unitaire? Parce qu'il y a plusieurs autres niveaux de tests. En fait, il y a plusieurs types de tests. Il y a les tests unitaires, il y a les tests d'intégration, il y a les tests fonctionnels, et il y a les tests relatifs à la sécurité, etc. Pour nous, donc, on va nous focaliser sur les tests unitaires. Alors que les autres, par exemple, le test fonctionnel, c'est quoi? C'est par rapport au métier. J'achète, je vends. L'application, donc, elle fonctionne toujours par rapport à tout ce qui est métier. D'accord? Donc, il y a plusieurs autres niveaux de test. Par exemple, le test de charge, c'est quoi? C'est par rapport à la puissance. Le pool de connexion, par exemple, un nombre limité, donc il faut optimiser, par exemple, la connexion, etc. D'accord? Il y a plusieurs, en fait, niveaux de tests. Il y a les tests de sécurité, par exemple, pour le mot HTTP, deux points, et vous mettez votre URL. Il faudrait donc sécuriser ceci à travers les tests de sécurité. D'accord? Pour nous, il s'agit ici de la focalisation sur les tests unitaires. Nous, on va nous focaliser sur les tests unitaires. Un test unitaire, c'est quoi? C'est tout simplement une procédure permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel. Comment? En comparant le résultat attendu au résultat obtenu, tout simplement. Donc, les tests unitaires, ça se base sur une méthode au niveau de laquelle on va rajouter un alt test qui va comparer le résultat attendu au résultat obtenu. D'accord? Et dès que tu rajoutes d'autres détails par rapport à votre méthode ou par rapport à votre classe, vous allez pouvoir lancer toujours ces tests-là et pour vérifier que ça fonctionne toujours parfaitement. Ça, c'est le principe d'intégration continue. D'accord? Est-ce que ça va, Lolette? Très bien, très bien. Donc, finalement, l'utilisation de tests unitaires, elle va se faire tout simplement en comparant le résultat attendu au résultat obtenu. Il y a bien sûr deux cas, comme vous voyez là au niveau du slide 9. Un cas de succès, c'est que le fonctionnement il est normal, ou un cas d'erreur, c'est que il va falloir gérer cette erreur-là. D'accord? Sinon, il n'a par exemple pas pu accéder carrément à la méthode, donc il va vous afficher un failure parce qu'il n'a pas pu, par exemple, intégrer la méthode ciblée, par exemple. D'accord? Ça va? Ben, pour les tests unitaires, il y a la possibilité d'utilisation de la notion de mock. Est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ce mot-là? Mock.
C'est plutôt le mot bouchon. Donc, c'est une notion importante qui permet de simplifier l'intégration des différents éléments au niveau de notre application. Anis, oui, ça permet de simuler les résultats des étapes antérieures et travailler à partir de là. Par exemple, si vous avez une méthode qui va donner des résultats, vous allez pouvoir supposer qu'elle va donner tel ou tel résultat et tester les méthodes suivantes, par exemple. D'accord? Ça va? Ashraf, c'est quoi la question? Ashraf, c'est quoi la question? Quand vous avez une méthode numéro 1 qui va donner un résultat numéro 1, qui va lui être utilisé pour tester une méthode numéro 2. Pour vous, si vous voulez uniquement tester la méthode numéro 2, vous allez pouvoir supposer que la méthode numéro 1 va donner tel ou tel résultat et vous allez pouvoir vous baser sur ça pour tester la méthode numéro 2. C'est simuler les résultats des étapes antérieures et travailler à partir de là. D'accord? Ça va? Est-ce que ça va, Ashraf? Très bien. Ben, donc, je vais vous montrer un exemple où on va tester l'utilisation de JUnit. Donc, voici un exemple de projet, là. SRC Main Java, au niveau de laquelle on a créé, par exemple, une classe pour pouvoir calculer une somme de deux entiers, A et B. D'accord? Toujours le même projet, hein. Vous allez pouvoir utiliser la notion de journalisation et les loggers. Hein. Ben, donc là, au niveau de SRC et test Java, vous allez créer une classe nommée calcul test pour pouvoir tester les différents détails relatifs à votre méthode. Donc là, en rajoutant la notation attest, vous indiquez que vous voulez tester telle ou telle méthode. D'accord? Je vous montre comment on pourrait tester ceci. Tout simplement, run as JUnit test. Et il va vous afficher, voilà, JUnit. Donc, vous voyez là, par exemple, test calcul somme, test calcul différence. Il vous affiche ici le temps d'exécution, combien ça a pris du temps pour pouvoir effectuer ces tests-là. Et il vous affiche si ça a été correct, oui ou non, si les résultats expected sont les mêmes que les résultats attendus. Par exemple, là, voilà, vous pouvez voir qu'il m'a affiché voilà, expected, c'était 3025, mais il a trouvé un 30.
parce que là, je lui ai indiqué que le résultat attendu est de 3025, alors que là, quand il a fait la différence entre 40 et 10, bien sûr qu'il a trouvé 30. C'était juste pour tester, d'accord? Si là, je lui mets par exemple un 30, et je vais relancer le test. Voilà, vous voyez que c'est en vert, 0 failure. Donc là, il a trouvé les résultats corrects. D'accord? Si je remets 3025, vous pouvez là voir erreur en rouge, failure. Et le résultat attendu, c'était 3025, alors que là, j'ai obtenu un 30. Donc, il y a quelque chose qui cloche là par rapport à la méthode calculer différence. Et la console, elle continue à m'afficher les différents détails par rapport à info parce que là, on a indiqué au niveau de SRC Main Resources que l'on voudrait afficher un niveau debug. Et là, ce que j'ai, c'était par rapport à info. Voilà. Est-ce que ça va? Vous me dites s'il y a des questions, Laouleida. Voici le fichier pom.xml, au niveau duquel on a inséré, comme tout à l'heure, la dépendance log4j et on a inséré également, bien sûr, pour pouvoir tester tout ce qui est test unitaire, pour pouvoir utiliser JUnit, on a dû insérer la dépendance JUnit. Comment on l'a obtenue? En accédant à quel repository? En accédant à quel repository, la lettre? On a combien de types de repository Maven on a? Oui, centrale. Très bien. On a 3 types. Lesquels? Voilà, centrale, locale et distant. Très bien. Très, très bien. Ben, donc, pour résumer, aujourd'hui, on a fait la découverte de Log4j en tant qu'API relative à la journalisation et on a fait la découverte de JUnit relatif à la notion de test unitaire. Là, je vous ai mis un exemple de test de méthode. Par exemple, là, pour calculer la somme de 2 entiers et pour vérifier le bon fonctionnement de celle-ci, on a rajouté un logger.error pour afficher s'il y a des erreurs ayant comme niveau error et là, ayant comme niveau info pour pouvoir afficher s'il y a le résultat par rapport à notre somme. Donc là, après, pour calculer la différence, même principe, sauf que là, on va avoir un A moins B. Pour l'utilisation de JUnit, on va créer cette classe-là au niveau de SRC test Java et non pas de SRC main Java. Je dis bien SRC/test Java, parce que là, c'est SRC main Java pour insérer le code source relatif à nos classes Java, alors que là, SRC test Java, c'est relatif au test unitaire. D'accord? Donc,
là, cette méthode-là, test, calculer, somme, elle est destinée pour tester la somme de deux éléments, 10 et 15. Quand on fait la somme, on va normalement, le résultat attendu, c'est 25. Là, pour faire la différence entre 40 et 10, le résultat attendu, c'est 30. Donc là, si vos méthodes fonctionnent correctement, quand vous allez tester à travers les tests unitaires, vous allez trouver un résultat correct. Alors que là, si vous insérez un résultat, si vous obtenez un résultat erroné, il va le comparer au résultat attendu, il va vous afficher un failure, comme je vous ai montré ici. Il vous affiche le résultat attendu, expected, et le résultat obtenu par rapport à ce test-là. Tout simplement. Donc, le principe est simple, c'est le fait de comparer le résultat attendu au résultat obtenu. Donc, notre deuxième partie du TP d'aujourd'hui, c'est de tester donc JUnit et de travailler sur un projet implémentant à la fois Log4j et JUnit pour pouvoir les tester, d'accord? Je vous invite à insérer vos travaux au niveau du classroom parce que ça fait partie du contrôle continu et l'AOLED. L'anneau du contrôle continu, c'est en fait la somme de tout ce qui est travaux que je vous donne pour chaque séance. Donc, n'oubliez pas d'insérer vos travaux au niveau du classroom. Donc, pour la séance asynchrone, ça sera le vendredi, Inch'Allah, de 10h30 à 12h. Donc, je me connecte au niveau du classroom et je réponds à toutes les questions par rapport à ce TP-là ou par rapport à toute autre partie de notre cours. Je vais vous insérer au niveau du classroom le homework. Vous pouvez insérer votre travail au niveau du classroom. D'accord? C'est très important. N'oubliez pas de le faire à chaque séance Lawlet. D'accord? Donc, je vous laisse le soin de travailler sur Log4j et JUnit au niveau d'un même projet qui va permettre de tester les deux. S'il y a des questions, je vérifie s'il y a des questions. Voilà, si quelqu'un il veut intervenir en écrivant à app. Hein. Les imports, madame. Mm-hmm. لازم نجيبوهم من الريبوزيتوري ولا كيفاش؟ En fait, je vous ai montré tout à l'heure qu'il fait Shrina Log4j. Même principe pour JUnit. Même principe pour JUnit. Donc là, on y vous écrivez JUnit, search, et hop, vous obtenez l'ensemble des éléments. On a précisé qu'on voudrait avoir la version 4.12. Voilà. La version 4.12. Voilà. Vous faites un copier-coller du groupe ID, artefact ID, version scope, dependency, et vous la mettez ici au niveau de votre pom.xml. La première chose à faire dans ce cas, quand vous insérez une nouvelle dépendance, on doit obligatoirement faire quoi? Voilà, très bien, Sihem. Un Maven Update Project, très bien. Il va pouvoir récupérer toutes les dépendances et les importer. Updating Maven Project, vous voyez, avec une bonne connexion. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laouled? Allez, Anis, vas-y. Madame, نجم نبارتاجي l'écran ونوريك اش عملت في الاس تي سي هذاك وتقول لي يعني une seconde, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours, au call? Je vais voir ce que vous avez à partager sur l'écran en commun.
Juste par rapport aux cours, tout ce qui est lié aux cours, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, on arrête l'enregistrement. Vous me dites si c'est bon, voilà, s'il y a des questions, la Vleda. Je vais voir. Ben, les autres, la Vleda, vous me dites. C'est bon, madame. Ben, très bien. Très bien. Donc, je vous laisse le temps de travailler sur le TP. Ben, donc, la séance asynchrone, ça sera vendredi, Inch'Allah, de 10h30 à 12h, où je vais répondre à toutes les questions au niveau du classement. Ben, وقتين madame. autre وقتين قلت madame توا. vendredi, Inch'Allah, de 10h30 à 12h, ma femme a séance asynchrone. Donc, je me connecte sur le Classroom pour répondre à toutes les questions. D'accord? merci. Madame, Ben, بني فيديو نهار السنة. allez, dès qu'il sera prêt, je vous le mets comme toujours au niveau du Classroom. Ben, autre remarque pour ceux qui ont posé des questions par rapport au Classroom, là, c'est au niveau du flux que l'on pose nos questions. Je n'ai pas trouvé de questions pour votre classe. Vous voyez, je comprends, madame Rana, on a posé des questions au niveau du Classroom. En fait, on pose les questions là. Chaque cas, je peux les voir ou je peux vous répondre. On a évité que les messages privés, parfois, ils ne s'affichent pas correctement. C'est au niveau du flux, c'est parfaitement visible. Oui. D'accord? Vas-y, Ashraf. مادام انت يعني نهار الجمعه تهبط لنا التي بي اللي احنا نسبوزون مش نخدموه. لا TP, ça y est, il est déjà au niveau du classroom, mais le cours interne. Le cours interne, il est déjà fait le TP, puis le code des classes, puis le code de nos projets. Tout au long de la séance, on a expliqué les projets internes, projets ou le contenu interne. D'accord, merci. Le contenu, il est déjà au niveau de votre classroom. Oui, au niveau de travaux et devoirs. Séance 3, Log4j, support de cours JUnit, support de cours Log4j. Et pour ceux qui ont toujours un problème par rapport au téléchargement des outils, etc., je vous ai mis un lien contenant le support de cours plus tous les outils, etc. D'accord? Ça va? C'est bon, Ashraf? Et les autres? Famichi, d'autres questions? Oui, ça va, merci madame. Très bien. Oui, il est déjà au niveau du cours, Fabrice. La totalité du code, tout ce qui est nécessaire pour votre code, il est déjà ici, au niveau de nos explications, au niveau de cette vidéo. D'accord? Donc, je vous mets ici toujours le code source que vous allez récupérer et insérer partie par partie selon ce que nous avons expliqué au niveau de cette séance-là. D'accord? D'autres questions? Ça va? Vous me dites, Isa, ça va à la oulette. J'arrête l'enregistrement et là, c'est bon. Voilà, très bien.